Comment expliquer le succès mondial de la saga Game of Thrones? Tout de suite dans le grand angle, réponse avec Nicolas Allard, l'auteur d'une enquête sur l'univers impitoyable de Game of Thrones. Bonjour Nicolas Allard. Bonjour. Alors, vous publiez chez Armand Collin une analyse fouillée de l'un des plus gros succès de l'histoire des séries télé, l'univers impitoyable de Game of Thrones. Vous êtes agrégé de lettres modernes et passionné de science-fiction et de fantasy. Alors avant d'entrer dans cet univers impitoyable, qu'est-ce que c'est justement ce genre fantasy? Alors la fantasy, c'est d'abord un genre littéraire qui l'on attribue souvent à Tolkien en tant que créateur. Il s'agit d'un univers, la plupart du temps de type médiéval, dans lequel... Tolkien qui est l'auteur du Seigneur des Anneaux. Du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Ouais. Et donc dans cet univers médiéval, on trouve bien sûr des châteaux, des chevaliers, des princesses, mais également une part de merveilleux, donc avec des créatures fantastiques, des dragons et différents types de monstres. Donc au départ, c'est un genre littéraire parce que Game of Thrones aussi a des origines littéraires. Bien sûr, il s'agit tout d'abord d'une série de romans qui ont été écrits par le romancier américain George Martin à la fin des années 90. Série de romans qui ensuite a été adaptée à la télévision. Est-ce que l'adaptation s'écarte, s'éloigne du livre ou elle est très fidèle au livre? Elle est très fidèle dans les premières saisons et ensuite elle s'en écarte, notamment pour une raison assez simple, c'est que on attend toujours que George Martin publie les 2 derniers tomes de Game of Thrones. Donc en attendant, les scénaristes ont dû en partie improviser et donc on constate que finalement entre la série et les romans, il y a un certain nombre de différences qui se créent au fil du temps. Alors pour être honnête avec vous, je ne connais rien à Game of Thrones, je n'ai jamais vu un seul épisode de cette série. Alors je crois qu'il y a, on est à la saison 7. Oui. Et il y en aura peut-être une 8e. Il y en aura une 8e en fait, qui sera diffusée l'an prochain. On ne connaît pas encore la date précise, mais a priori ce sera en avril ou en mai 2019. Alors je ne vais pas vous demander l'impossible, vous ne pouvez pas me résumer les 7 saisons précédentes? Alors, résumer Game of Thrones, c'est assez difficile parce qu'effectivement l'intrigue est très complexe, il y a un nombre important de personnages. Ce que l'on peut dire, c'est que donc ça se passe dans un univers de fantasy, ou donc un univers médiéval avec une part importante qui est accordée à la magie, aux monstres, aux mystères. Donc c'est un Moyen-Âge qui n'est pas notre Moyen-Âge, c'est un Moyen-Âge fantasmé. C'est un Moyen-Âge fantasmé, exactement. Et dans ce Moyen-Âge-là, donc, vous avez plusieurs grandes familles qui se trouvent sur un même territoire qui s'appelle Westeros. Des familles qui ont toutes des ambitions politiques assez importantes, notamment celle, à terme, de conquérir ce que l'on appelle le trône de fer, qui est le centre de tous les pouvoirs. Et dans le même temps, on a un certain nombre d'intrigues parallèles, notamment l'ensemble de ces personnages sont menacés par des créatures fantastiques que l'on appelle les marcheurs blancs et qui s'apprêtent à descendre vers le sud de ce territoire pour détruire toute forme de vie humaine. Alors ces marcheurs blancs, je crois qu'ils sont dans le nord, ils sont derrière un mur, c'est ça? Ils sont derrière un mur magique qui est censé protéger l'humanité. Et comme ils n'ont pas fait parler d'eux depuis des millénaires, en fait, tout le monde finit par considérer qu'ils sont une simple légende. Donc cette menace n'est pas prise au sérieux. À tort? À tort, bien sûr. Alors, vous l'avez dit, ce sont des grandes familles royales, princières, qui se font la guerre pour le pouvoir, pour des territoires. En fait, c'est pas très nouveau, c'est depuis toujours, ça se passe comme ça. Non, c'est presque l'histoire de l'humanité, en fait. Et on peut d'ailleurs comprendre le succès de la série de ce point de vue-là. C'est que les thèmes qui sont traités dans Game of Thrones, même si l'univers est très différent du nôtre, ces thèmes-là restent profondément humains et on est vraiment face à des invariants de l'humanité. Alors, est-ce que Game of Thrones est une série très politique? Oui. Pourquoi? Alors c'est une série très politique, tout simplement parce qu'un des enjeux principaux, c'est la conquête du trône de fer, justement. Il y a plusieurs moyens de conquérir le trône de fer. On peut le faire par la voie militaire, mais aussi par des intrigues de cour, dont il est vraiment question de manière très récurrente, aussi bien dans les livres que dans la série. Là, on voit les deux continents. Donc il y a Westeros qui est à gauche et Essos qui est à droite. Voilà, donc j'ai bien retenu ma leçon. Et donc le pouvoir, il est concentré dans la partie gauche de la carte. On va dire que l'essentiel de l'intrigue se déroule à Westeros, c'est là que se trouve le trône de fer. À Essos, on trouve en fait des différents territoires qui sont indépendants, qui ont un impact sur le reste de l'histoire, mais pour lesquels ici il n'y a pas du tout de lien avec le pouvoir central à Westeros. Qui interviennent plus d'ailleurs dans les derniers numéros de la série, non? Oui, et surtout ils sont en lien avec l'un des personnages centraux de la série, qui est Daenerys Targaryen, qui forge en fait son armée,
son pouvoir à l'extérieur de Westeros, en espérant un jour peut-être pouvoir retrouver le pouvoir de ses ancêtres, puisque ses ancêtres possédaient le trône de fer. Alors il y a plein de choses à dire sur cette série, évidemment. Alors là, on voit des femmes à l'écran. Alors c'est une série où il y a pratiquement, je pense, autant d'hommes que de femmes. En tout cas, il y a beaucoup de femmes. Oui, bien sûr. Et on peut d'ailleurs comprendre ainsi le succès de la série auprès, par exemple, d'un public assez féminin. C'est un public beaucoup plus mixte, par exemple, que pour une saga comme Star Wars. Et c'est notamment lié au fait qu'il y ait beaucoup de femmes fortes dans cette série et dans ces romans. Ce ne sont pas simplement des personnages qui sont liés à l'amour, par exemple. Elles peuvent également être des femmes de pouvoir, comme Cersei Lannister, justement, qui est la première femme à être montée sur le trône de fer. Lannister, c'est une des familles qui comptent dans le Game of Thrones. Oui, tout à fait. Alors, vous le dites aussi dans le livre, c'est un univers avec des espaces différents, parfois très proches, parfois lointains, mais toujours très symboliques. Oui. Pourquoi ? Il y a une vraie symbolique dans les espaces, en fait. On s'aperçoit que bien souvent, une famille, l'espace dans lequel elle a pu grandir, c'est un espace qui finalement est révélateur de ce qu'est cette famille. Si on prend la famille Lannister, par exemple, cette famille a pour principale place forte Castral Rock. Et Castral Rock, justement, est présenté comme un territoire très dur, fondé sur la pierre. Et c'est précisément ce qu'est cette famille, qui est une famille très pragmatique, qui ne joue absolument pas avec les sentiments, contrairement à d'autres familles qui, dans cet univers-là, sont nettement plus humaines, par exemple. Alors, qu'est-ce qui fait le succès de cette série ? Parce que je vois aussi que c'est des personnages et des intrigues aussi qui sont très complexes. On n'y comprend pas. Enfin, il faut s'accrocher pour suivre. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs raisons en fait qui peuvent expliquer le succès. Il y a effectivement l'intrigue tout d'abord, parce que il y a plusieurs intrigues qui sont mêlées à l'intrigue principale. Donc il y a une vraie complexité autour de l'intrigue principale. Il y a également un coup de théâtre permanent. On est toujours surpris dans Game of Thrones. Il est bien difficile de savoir ce que vont devenir les personnages, ce que va être leur destin. Et puis on peut également évoquer comme autre raison du succès de cette série les personnages. Les personnages sont complexes, ils sont à la fois inhumains et très humains en même temps, donc ça les rend intéressants. Peuvent s'identifier aux personnages. On peut s'y identifier en partie, puisque finalement ce ne sont pas des personnages pour les êtres humains qui possèdent, à de très rares exceptions près, des pouvoirs spéciaux. Donc ce sont fondamentalement des êtres humains, ils sont mortels, et finalement ils éprouvent les mêmes sentiments que vous et moi, ils accordent la même importance à l'amour, à éventuellement la quête du pouvoir. Il n'y a pas de héros qui font le fil rouge de l'histoire depuis le début. Les têtes tombent, les héros changent. Alors, il y a beaucoup de changements. C'est vrai que là, c'est assez remarquable. En revanche, par contre, il y a des personnages qui sont là depuis le début. Justement, je citais Daenerys Targaryen, qui est très connue. On peut parler aussi de Jon Snow ou alors du nain Tyrion Lannister, qui sont des figures emblématiques de Game of Thrones et que l'on voit finalement depuis le début de la série. Il y a même des personnages qui meurent et puis qui ressuscitent, non ? Alors oui, ça c'est vrai. C'est le cas notamment de Jon Snow, qui est un des grands personnages de Game of Thrones, que l'on voit mourir à la fin d'une saison et qui renaît au début de la saison suivante. Alors est-ce qu'on peut dire que Game of Thrones c'est une série immorale ? Parce qu'apparemment c'est toujours quand même la loi du plus fort. Oui, vous avez raison, c'est une bonne question. On peut dire que c'est en tous les cas une série qui est partiellement immorale, puisque effectivement la violence ici est présentée comme une arme qui peut être tout à fait efficace pour atteindre ses objectifs. La fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Il y a une dimension très machiavélique. Mais en même temps, il y a un vrai héroïsme. Ces personnages qui sont inhumains parfois, qui peuvent être très imparfaits, au fond, ils sont capables également de moments de grandeur, de bravoure. Donc on pourrait dire que l'immoralité, elle est finalement regagnée, elle est rachetée par la bravoure, la capacité à être héroïque pour un certain nombre de personnages. Alors, il faut peut-être aussi faire un peu de psychanalyse pour comprendre, parce qu'on s'entretue dans ces familles. J'ai vu, par exemple, qu'il y avait un frère et une sœur qui sont jumeaux et en même temps amants. Oui, c'est du lourd déjà, c'est pas mal ça, d'un point de vue psychanalytique. Ah oui, là, c'est encore pire que le syndrome d'Oedipe, oui. Et en fait, c'est en partie également une série, enfin une saga, puisque c'est d'avant tout une saga littéraire, qui s'inspire des mythes et de la mythologie. Il ne faut pas oublier que dans la mythologie grecque et romaine, l'inceste, finalement, entre dieux et déesses est totalement accepté, toléré. C'est pas du tout quelque chose qui choque. Et dans cet univers-là, l'inceste, finalement, tout en pouvant choquer un certain nombre de personnages, est accepté par certains autres. Donc c'est un mélange de mythologie antique, de Moyen-Âge, et certains disent que c'est shakespearien. Oui, bien sûr, parce qu'il y a une dimension très théâtrale. Il y a certains épisodes qui font vraiment penser à une dramaturgie morbide que l'on peut retrouver dans certaines pièces de Shakespeare, comme Titus Andronicus, par exemple. Donc c'est très riche, en fait. Vous
avez parlé de rêve, de magie, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux aussi? Ah oui, énormément. C'est sans doute la série télévisée la plus spectaculaire du moment. Et d'ailleurs, pour la dernière saison, la saison 8 qui va donc sortir l'an prochain, elle a déjà été intégralement tournée. Simplement, si elle ne sort pas maintenant, c'est parce que la phase de post-production est particulièrement importante. Il faudra plusieurs mois pour réaliser tous les effets spéciaux de cette ultime saison. Alors on a parlé des familles, on a parlé de la violence, il y a des guerres évidemment, il y a aussi beaucoup de sexe, mais a priori plus de sexe au début qu'aujourd'hui. Pourquoi ça? Parce que le sexe passe de moins en moins bien à la télévision? C'est possible. Je crois aussi que finalement, c'était presque un moyen au départ de montrer la particularité et la spécificité de cette série qui finalement était son complaisance, où on pouvait montrer le meurtre d'enfants, des scènes de sexe, sans vouloir les atténuer. Et finalement, peut-être que la série maintenant n'a plus besoin d'être à ce point explicite pour montrer sa force et sa particularité. On a parlé de succès planétaire, transgénérationnel aussi de Game of Thrones. Oui. Comment vous l'expliquez, ce succès planétaire? Comment ça se fait que ça plaît autant dans des régions du monde tellement différentes? Je pense que déjà, on est à une époque où on a besoin d'évasion. Et c'est vrai que le succès du Seigneur des Anneaux, par exemple, au début des années 2000, le succès toujours actuel de grandes sagas comme Star Wars montre qu'on a besoin aussi de s'évader de son quotidien. Et puis par ailleurs, c'est une série qui a une vraie dimension politique et philosophique et qui fait que l'on vive en France ou à l'étranger, que l'on soit jeune ou plus âgé, il y a des messages qui nous parlent forcément. La famille, notamment, est au centre de la saga et c'est très important. Vous avez dit qu'il y avait une saison 8, il y en aura une 9e, ce sera la dernière? Non, ce sera la dernière. Ce sera la dernière. Ça, on est sûr. Là, c'est une certitude. Merci beaucoup Nicolas Allard. Donc l'univers impitoyable de Game of Thrones, j'ai à peu près tout compris. Donc des livres à la série, enquête et décryptage, c'est chez Armand Collin. Merci à vous. Merci.